D'abord, quand on parle de réglementation dans le secteur de l'assurance, c'est pas seulement le code des assurances, c'est pas seulement le code monétaire et financier, c'est pas seulement le code de la consommation, c'est en fait tout un millefeuille de réglementations, dont les réglementations comptables, qui nous impactent très, très, très directement. Et donc, le premier constat qu'on peut faire, c'est un foisonnement et un développement exponentiel de toutes ces réglementations qui impactent le métier d'assureur et qui l'encadrent. Donc ça, c'est vraiment c'est le premier constat qu'on peut faire. Alors ensuite, je voudrais faire 2 remarques qui concernent plus spécifiquement, et vous m'y aviez invité, Solvabilité 2 et les normes comptables. Solvabilité 2, c'est une réglementation qui est relativement récente, hein. Elle a un peu plus de 3 ans d'âge. Donc il est effectivement temps de dresser un premier bilan. Moi, je m'étonne un petit peu d'ailleurs qu'on se lance dès maintenant, et l'EIOPA de façon extrêmement active, dans une révision de Solvabilité 2, sans avoir véritablement procédé à une analyse de l'impact qu'on peut déjà constater dans la mise en œuvre de cette norme. Au rang des impacts, je voudrais citer, il y en a plein, mais il y en a un qui me paraît particulièrement important, c'est la très grande volatilité du ratio. Alors je sais bien que c'est extrêmement réducteur que de limiter Solvabilité 2 à juste un ratio. Et bien entendu, les superviseurs, dont j'ai été pendant de nombreuses années, ont une masse d'informations qui va bien au-delà du seul calcul du ratio, et ils sont tout à fait en mesure de modérer, je dirais, le résultat pur et dur d'un calcul par cette masse colossale d'informations qu'ils détiennent par ailleurs sur l'entreprise. Malheureusement, tel n'est pas le cas des investisseurs, des agences de notation, bref, de tous ceux qui nous regardent, qui nous analysent et qui prennent pour argent comptant le seul résultat d'un calcul qui est en fait éminemment complexe puisqu'il est totalement stochastique, y compris pour ceux qui sont en formule standard. Je le dis pour nos amis banquiers, parce que c'est une très grande différence entre, je pense, la régulation bancaire et la régulation de l'assurance. Donc même quand on est en formule standard, on est sur des calculs qui sont éminemment complexes, qui sont extrêmement sensibles et dans lesquels les hypothèses sous-jacentes jouent un rôle absolument majeur. Alors je me réjouis qu'il existe sur le marché européen des acteurs tels que les actuaires, qui d'ailleurs ont fait ce travail de benchmark et de bilan, en tout cas sur un des objectifs clés qui était poursuivi initialement dans la construction de Solvabilité 2, et j'y étais, ainsi qu'un certain nombre d'autres personnes présentes sur ce panel et présentes dans la salle. Un des grands objectifs poursuivis, c'était le fameux level playing field. Une norme unique et une comparaison totale des ratios de solvabilité en Europe. Alors c'est très 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 loin d'être le cas, c'est pas moi qui le dis, c'est cette étude de l'Association européenne des actuaires. Il y a d'énormes différences sur la façon dont Solvabilité 2 est mise en œuvre. Ils ont même classé les pays par ordre de prudence relative. Et bien vous savez quoi ? La France, on est quasiment toujours le pays le plus prudent dans la mise en œuvre de cette norme. Et quand ce n'est pas le plus prudent, c'est l'avant-dernier dans la prudence. Donc ça veut dire qu'un ratio de 200%, comme c'est à peu près le ratio moyen sur le marché aujourd'hui, en France, eh ben, ça équivaut à infiniment plus sur d'autres grands marchés d'assurance européens que je ne citerai pas. Donc ça, c'est le premier point. Donc on n'a pas atteint cet objectif parfaitement légitime du level playing field. Alors attention avec la révision de Solvabilité 2, parce que voilà, l'EIOPA a produit déjà une littérature extrêmement abondante, puisqu'il y a déjà 900 pages de produites, et on voit bien que dans les 900 pages, il y a un certain nombre d'impacts qui pourraient être particulièrement défavorable, en particulier au marché français. Donc, comme on est déjà plus prudent que les autres, si en plus on nous en rajoute des couches, je pense qu'on s'éloignera encore plus du level playing field que la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc ça, c'est un vrai sujet. Le deuxième point également, je crois que quand on fait le bilan de la mise en œuvre d'une réglementation, il faut se référer
aux objectifs poursuivis initialement. Donc il y avait effectivement, premier objectif, et c'est un objectif tout à fait louable, level playing field, transparence, etc. Il y avait également je dirais un formatage de Solvabilité 2 avec 2 niveaux de capital. Il y avait le MCR, le Minimum Capital Requirement, qui est vraiment le niveau en dessous duquel il ne faut absolument pas passer, faute de quoi les superviseurs prennent des actions immédiates. Et il y avait, c'était toute la sophistication de ce nouveau système, un capital cible qu'on appelle le SCR, et on atteignait 100%, j'ai bien dit 100% du SCR, quand tout allait raisonnablement bien autour de nous. Ça voulait dire aussi qu'on pouvait traverser, on pouvait passer en dessous, un peu au-dessus, enfin bref, on serpentait autour du 100%, et c'est ça qui avait été prévu. En fait, compte tenu de l'extrême volatilité, qui est vraiment un péché originel de ces calculs, compte tenu de l'extrême volatilité du ratio, il y a un certain nombre d'autorités de supervision en Europe qui ont dit « Ah ben non, mais 100%, non, mais il faut être sûr qu'on a toujours 100%, donc pour être sûr d'avoir toujours 100%, on va vous demander 130%. » Après, il y a toutes les politiques internes de niveau de capital que les entreprises s'imposent, et d'ailleurs, elles doivent le faire. Et même raisonnement, à l'échelle de perroquet, pour être sûr d'avoir toujours 130, il faut avoir au moins 150, 160, d'où effectivement des ratios maintenant qui sont à 200%. Donc j'ose le dire, je l'ai dit à la Commission européenne, je l'ai dit à l'EIOPA, on est aujourd'hui beaucoup trop capitalisé par rapport à l'objectif qui était initialement poursuivi. Donc vous voyez c'est très bien de réviser Solvabilité 2, il ne faut pas se tromper d'objectif, et je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux initiaux et essayer d'atteindre les objectifs initialement fixés. Alors je serai très rapide parce que je pense qu'il y a d'autres intervenants qui vont en parler, mais quand même le deuxième constat qu'il faut faire, c'est sur l'impact très important des normes comptables. Alors aujourd'hui, on a certains acteurs qui sont passés à IFRS 9, d'autres qui ne sont pas passés. Le tsunami qui est devant nous, et qui franchement est d'une magnitude qui n'a rien à voir avec IFRS 9, et j'étais banquière il n'y a pas longtemps, donc j'ai conduit le projet de passage à IFRS 9 dans une banque. Le tsunami d'IFRS 17, je peux en témoigner, n'a rien à voir, il est d'une ampleur, c'est x10, x100, je ne sais pas, par rapport à ce qu'on a connu déjà sur IFRS 9, au point où on peut valablement se poser la question sur un marché tel que le marché français, si on pourra encore lire la performance d'une entreprise dans sa communication financière. Et si je pose la question, c'est que j'ai donc quelques doutes sur la réponse qu'on peut y apporter. Et donc là encore, alors qu'on poursuit plus de transparence, meilleure comparabilité et plus d'accès à l'information pour tous les stakeholders, je crois qu'au contraire, on va aboutir à un système d'une très très grande complexité, donc d'une relative opacité, et qui ne servira à aucun des objectifs qui étaient poursuivis, tant par l'IASB que par la Commission européenne sur Solvabilité 2.